Ronald Vinci, un nom qui, pour beaucoup en Californie, évoquait le rêve américain. Mais ce rêve, vous allez le voir, a fini en cauchemar. Et tout avait pourtant commencé comme une success story exemplaire. Il est né un 16 août, en 1940, à Fort Lauderdale, en Floride. Très jeune déjà, Ronald avait ce que certaines personnes appellent l'instinct du business. D'autres diraient la fièvre de l'argent. À 20 ans, il avait déjà lancé son tout premier commerce. Rien que ça, il avait loué un coin de terrain sur la côte pacifique du côté de San Diego et s'était mis à vendre des motos Honda. Oui, des Honda. Sa petite boutique est vite devenue un empire, un véritable temple de la bécane. En quelques années à peine, Ronald avait transformé son business en l'un des plus gros concessionnaires Honda de toute la Californie. Il en a ensuite ouvert d'autres, encore et encore. Les chiffres grimpaient, les revenus explosaient. Ronald n'était plus un vendeur, c'était un magnat. Et comme tous les magnats, il avait ses travers. Ses anciens employés le décrivaient comme un homme déterminé, volontaire, exigeant, un patron, pas commode, pas du genre à plaisanter à la pause café. Il dirigeait ses affaires d'une main de fer, dans un gant de cuir, de moto bien sûr. Côté privé, Ronald avait été marié à une certaine Pamela. Ensemble, ils ont eu un fils, Kerry. Un mariage qui n'a pas résisté à l'usure du temps. Divorce, séparation. Et là, Ronald s'est métamorphosé. Fini le père de famille rangé. L'homme a commencé à flamber. Des avions, des hélicoptères, des jouets pour grands enfants millionnaires. Il est même allé jusqu'à acheter un immense hangar, juste pour abriter ses caprices volants. Oui, Ronald s'est mis à collectionner les hélicos comme d'autres collectionnent les timbres. Il vivait dans une maison gigantesque, perchée sur le ranch de Santa Fe, en Californie. Et devinez quoi? Il avait obtenu l'autorisation, oui, officielle, de construire une plateforme d'hélicoptère directement sur sa propriété. Et peu importaient les plaintes des voisins. Ronald partait bosser en hélico. Depuis chez lui, comme un PDG de film d'action. Ses concessions automobiles? Pareil, elles étaient équipées de toits pour hélicoptères. L'homme ne roulait plus, il volait au-dessus des embouteillages. C'est en 1990 que Ronald a croisé la route de Catherine Marie Pileggi. Lui, 50 ans. Elle, 34. Ils se sont rencontrés en plein vol, littéralement. Elle était hôtesse de l'air et Ronald, bien sûr, passager en classe business. Catherine, c'était une fille du Sud. Elle avait grandi dans une famille soudée, quelque part à la campagne, en Géorgie. Dans sa jeunesse, elle avait participé à des concours de beauté. Et sans surprise, elle avait conquis le jury avec son sourire, sa grâce et ce petit quelque chose d'indéchiffrable. Elle plaisait, beaucoup, toujours. Elle avait des prétendants à l'appel. Après le lycée, puis le collège, elle avait bossé quelques années comme technicienne de laboratoire dans un hôpital pour vétérans. Mais ce job ne lui suffisait pas. Catherine voulait plus, toujours plus. En 1980, elle a claqué la porte de l'hôpital et a rejoint les rangs de la compagnie Delta comme hôtesse de l'air, 20 000 $ par an. C'était son salaire. Modeste, mais elle aimait ce qu'elle faisait, servir, sourire, voyager, jusqu'au jour où Ronald Vinci a croisé son chariot à boissons dans un Boeing. Coup de foudre. Ou du moins, coup de cœur bien calculé. Il a été immédiatement charmé par cette hôtesse lumineuse, douce, élégante. Et malgré leurs 14 ans d'écart, ils ont commencé à sortir ensemble. Catherine a emménagé chez Ronald, dans sa villa de rêve en Californie. Ils voyageaient souvent. Aspen, Colorado, les pistes de ski, le luxe, le confort. Tout semblait parfait, une idylle presque trop belle. Ils sont restés ensemble pendant 10 ans, mais pendant tout ce temps, pas une seule demande en mariage.
Ronald n'a jamais fait le grand saut. Un jour, tout s'est terminé. Catherine a quitté la Californie, direction la Floride. Et là, elle s'est remise à chercher, pas un emploi, un homme, un nouveau chapitre, comme on dit. En avril 2001, Catherine, alors âgée de 45 ans, a rencontré Duilio Corigliano, un agent d'assurance aisé de 63 ans. Ils se sont connus grâce à des amis communs. Et là, une autre histoire a commencé. Catherine. Elle avait tourné la page. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Avec Duilio, un homme mûr, aisé, posé, elle espérait enfin trouver ce qu'elle avait toujours cherché, la sécurité, le respect, peut-être même un peu d'amour. Elle lui avait tout raconté. Ces 10 années passées avec Ronald, les humiliations, les silences glacés, les récits obscènes que son ex se plaisait à partager, comme s'il parlait d'un week-end à la mer, mais avec des détails sur ses conquêtes sexuelles, le tout devant elle. Il buvait, il la rabaissait, il s'exhibait, et elle encaissait, parce qu'elle espérait au fond qu'un jour, il la demanderait en mariage. Mais ce jour n'est jamais venu. Duilio, lui, n'a pas traîné. En moins d'1 mois, il a fait sa demande. Catherine a dit oui. En mai 2001, ils se sont mariés. Elle rayonnait. Elle pensait enfin avoir trouvé un homme qui la verrait autrement que comme un trophée de salon ou une bonne à tout faire. Après la cérémonie, les nouveaux mariés ont emménagé ensemble à Miami Beach. Et au début, tout semblait paisible. Duilio aimait dire qu'elle lui faisait penser à un petit chat, douce, silencieuse, presque invisible. Elle mangeait peu, ne faisait pas de vagues. Mais il y avait un détail troublant. Catherine avait une peur panique de l'eau, pas juste une phobie passagère, une terreur. Impossible pour elle de se baigner. Ni dans la mer, ni dans une piscine, ni même dans une rivière. L'eau la figeait. Mais la lune de miel a vite viré au grincement. Au fil des mois, Catherine a commencé à demander de l'argent. Encore et encore. Des vêtements, des cadeaux, des caprices. Elle disait que les maris de ses amis n'étaient pas radins, eux. Duilio, un peu trop naïf peut-être, a fini par faire les comptes. Environ 5 000 $ chaque mois. Elle prétendait suivre des cours. Mais jamais de facture, jamais de preuves, juste des mots. Alors, Duilio a ouvert les yeux. Et le cœur, lui, s'est fermé. Il lui a dit qu'il avait été trop vite, qu'il voulait divorcer. C'était simple. Pas d'enfants, pas de biens partagés. L'affaire a été pliée rapidement. Les documents judiciaires étaient parlants. D'un côté, Duilio affichait une fortune de 4,5 millions de dollars. De l'autre, Catherine, 8 000 $. Sur ses comptes, 8 000, pas un de plus. Quand elle a quitté leur appartement, Catherine s'est tournée vers lui. Elle avait les yeux embués, le visage triste, et elle a lâché cette question comme un souffle. Quel est le sens de vivre? Rien ne marche pour moi. Ma vie n'a aucun sens. 4 ans plus tard, en 2005, Ronald a débarqué en Floride. Nouveau décor, même personnage. Des amis lui avaient vendu le rêve. Climat doux, taxes basses, jackpot. Il avait vendu ses concessions, fait un carton. Et avec sa montagne de cash, il s'est acheté un appartement de luxe au 41e étage en plein centre de Fort Lauderdale. Et devinez qui est revenu dans sa vie. Catherine. Oui, encore elle. Elle a emménagé chez lui. Et pour la petite ironie du destin, son ex-mari, Duilio, vivait dans le même immeuble, 30 étages plus bas. La comédie humaine au sommet. Duilio n'était pas idiot. Il avait compris. Catherine avait effacé les insultes, les humiliations, parce que ce qu'elle voulait, ce n'était pas un homme, c'était un millionnaire. Et Ronald cochait toutes les cases. Plus personne ne travaillait. Il vivait dans le luxe, grassement, sans but, sans contrainte. Mais tout les opposait. Ronald était en surpoids, glouton, fêtard. Catherine
42 kilos, tout mouillé. Elle grignotait plus qu'elle ne mangeait. Lui adorait les fêtes tapageuses. Elle restait cloîtrée à la maison, rivée à ses séries de true crime. Elle ne portait jamais de robe, juste des shorts et des baskets. Toujours, il voyageait, naviguait, volait vers les Caraïbes. Et pourtant, Catherine tremblait dès qu'elle s'approchait de l'eau. Son journal l'a révélé. L'océan l'effrayait. Ronald, lui, prenait un malin plaisir à la forcer à dépasser ses peurs. Charmant. Et malgré sa fortune, des dizaines de millions de dollars, Ronald avait un péché mignon, les bars crasseux du front de mer. Avec ses potes, il descendait des tacos à $1 et des verres de tequila comme s'il avait 20 ans. Il faisait le show. Le vieux frimeur. Il flirtait. Il racontait à qui voulait l'entendre que son engin ne fonctionnait plus depuis longtemps. Classe. Chez lui, c'était la bringue permanente. Les invités défilaient, Ronald buvait, s'enhardissait, devenait méchant. Devant tout le monde, il insultait Catherine. Il riait en disant qu'elle ne serait rien sans lui. Et Catherine, silencieuse, résignée, elle servait les verres, apportait les snacks, comme une ombre dans son propre cauchemar. Elle encaissait, encore, mais cette fois, ça allait mal finir. 5 ans, 5 longues années, et toujours aucune demande en mariage. Catherine attendait, elle espérait. Elle tenait bon, mais Ronald, lui, parlait déjà de la suite. En 2010, il avait commencé à confier à ses amis qu'il envisageait de larguer Catherine. Pourquoi ? Parce qu'il voulait une femme plus jeune. Voilà, c'était dit. À 70 ans, il rêvait encore de chair fraîche, et elle, à 54, devenait soudain périmée. Au début de l'année suivante, Ronald a été hospitalisé. Verdict, de graves lésions intestinales. Les médecins ont pointé l'alcool. Des années d'excès, d'abus, de verre en trop, devenu habitude. Mais Ronald, lui, avait sa propre théorie. Il racontait souvent à ses amis que sa nourriture avait un goût étrange, différent, amer. Et l'un de ses amis, un peu trop taquin peut-être, avait même balancé une blague. « T'es sûr que Catherine essaye pas de t'empoisonner ?» Mais, dans le fond, qui sait ? En réalité, Ronald ne surveillait rien. Ni sa santé, ni ses médicaments, ni ses fréquentations. Il buvait, il avalait des pilules. Un cocktail pour dormir, un autre pour se calmer. Le genre de routine qui ne mène jamais très loin. En juin 2011, Ronald a acheté une nouvelle maison, vue sur l'océan, Fort Lauderdale, 3 millions de dollars. Et juste à côté, son yacht, son jouet, son havre. Il avait dit qu'il voulait y passer le reste de sa vie. Tranquille, apaisé, son fils unique, Kerry, passait parfois le voir, avec son propre fils. Kerry bossait comme serveur et Ronald plaisantait souvent. Il attend que je claque, juste pour toucher l'héritage. Le 28 juin 2011, le jardinier de Ronald a appelé le 911. Sa voix était paniquée. Il a expliqué que son patron est mort. Un accident selon lui. Mais quand la police est arrivée, elle a compris en quelques secondes. Ce n'était pas un accident. C'était un massacre. Ronald a été retrouvé sur le sol de la chambre d'amis, le corps enroulé dans des sacs en plastique, scotché avec du ruban adhésif, enfermé dans un sac de couchage. À l'intérieur, des draps sales. Et dessus, une couche de matière sombre, collante, de la boue, non, du café. Les enquêteurs ont soulevé la couverture. Et là, surprise, le matelas avait été découpé, net, comme une tentative désespérée d'effacer une scène de crime. Le jardinier a raconté que Catherine l'avait appelé tard dans la nuit. Elle lui avait demandé de venir et quand il est arrivé le matin, Ronald était déjà mort, enveloppé, prêt à être évacué. Catherine, en larmes, a expliqué qu'elle avait besoin d'aide.
Elle voulait enterrer Ronald. Elle a juré que c'était son souhait, être jetée à la mer, dans une boîte, comme un vieux marin poétique. Elle est même allée acheter une boîte bleue pour le cercueil improvisé. Elle a transporté le corps jusque sur le yacht, puis l'a ramené. Oui, ramené, comme une livraison ratée. Et c'est là que le jardinier a craqué. Il a appelé les flics. L'autopsie, elle, n'a laissé aucune place au doute. Ronald avait été poignardé à 9 reprises. Poitrine, cou, il avait des traces de coups de marteau à la tête. Et surtout, il avait reçu une balle dans le crâne, une exécution. Les amis de Ronald ont raconté ce qu'ils avaient vu, la veille au soir, le 27 juin. Ils étaient passés dîner chez lui. Catherine avait cuisiné. Ronald avait sorti les bouteilles. À table, il s'était plaint. Sa nourriture avait un goût amer. Encore. Et il avait perdu son passeport et l'un de ses pistolets. Après le repas, Ronald a dit qu'il ne se sentait pas bien. Il est allé se coucher. Il était à peine 20 heures. Les invités, surpris, sont rentrés chez eux. Et la nuit a viré au cauchemar. Interrogée, Catherine a fini par craquer. Quelques heures plus tard, elle a tout raconté, détail par détail. Elle a dit qu'à 1 heure du matin, Ronald, ivre, s'était réveillé et avait commencé à l'insulter. Encore, il l'a poursuivi dans les escaliers. Il a trébuché, il est tombé, il s'est cogné la tête. Elle l'a relevé, l'a aidé à aller dans la chambre d'amis, au rez-de-chaussée. Puis, elle a nettoyé le sang, sans un mot. Quelques heures plus tard, elle est revenue vérifier. Il dormait, et c'est là qu'elle a vu le pistolet posé sur la table de nuit, chargé. Elle a paniqué. Elle a dit avoir cru qu'il voulait la tuer, que tout allait recommencer, qu'il allait s'en prendre à elle. Encore. Elle a perdu pied. Elle a saisi l'arme et elle a tiré en pleine tête. Mais ce n'est pas tout. Elle a ensuite traversé la maison, a pris un couteau, un marteau, et elle a frappé, encore, plusieurs dizaines de fois, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Puis elle a emballé le corps, tenté de cacher la scène, et appelé le jardinier, parce qu'évidemment, elle ne pouvait pas soulever un cadavre seule. À la police, elle a déclaré « J'étais terrifiée, j'étais furieuse comme jamais, et j'ai senti que mon âme quittait mon corps. » Et là, les preuves ont commencé à tomber, une par une, comme un jeu de dominos macabre. D'abord une vidéo de surveillance, Catherine, dans un magasin de fournitures, une grande boîte bleue dans les bras, calme, résolue. Elle venait tout juste de tuer Ronald, et elle cherchait déjà un cercueil flottant pour s'en débarrasser discrètement, en pleine mer, sauf qu'on n'efface pas un crime aussi facilement. Dans sa voiture, les enquêteurs ont retrouvé l'arme du meurtre, le pistolet, celui-là même qui avait envoyé une balle dans la tête de Ronald. Dessus, les empreintes de Catherine. Pas besoin de deviner, c'était elle. Et ce n'est pas tout. À l'intérieur de sa Bentley, un véritable inventaire morbide, un couteau ensanglanté, des morceaux de matelas découpés, des vêtements maculés, des gants de caoutchouc, le sang partout, celui de Ronald. Le puzzle prenait forme. Et il était sanglant. Catherine a été arrêtée, inculpée pour meurtre au 1er degré. Menottes au poignet, direction la cellule. Et là, rebondissement inattendu. Ce n'était pas la première fois qu'elle entrait dans un commissariat cette année-là. En mai, sa propre sœur biologique avait déposé une plainte contre elle pour une sombre histoire d'argent non rendue. Catherine disait que c'était un cadeau. Le tribunal lui avait donné raison. Le 17 mai, elle était ressortie libre. Mais à peine un mois plus tard, c'est pour meurtre qu'elle revenait. Les voisins, eux, n'étaient pas vraiment surpris. Plusieurs avaient entendu des cris la nuit du crime. Une femme, promenant son chien à 5 heures du matin, avait même remarqué une voiture blanche avec une remorque garée près de la maison. Appartenant, coïncidence troublante, au jardinier, le complice malgré lui. Et puis, il y avait les amis de Ronald. Ils le savaient.
Il voulait s'en séparer. Ça faisait des mois qu'il n'avait plus de relation avec Catherine. Le couple dormait dans des bâtiments séparés, comme deux colocataires usés par la haine. Quelques semaines avant sa mort, Ronald avait même prévu une sortie de secours pour elle. Il avait demandé à un employé de remettre $1 million à Catherine, à condition qu'elle quitte définitivement sa maison. Mais Catherine n'était pas partie. Et maintenant, Ronald était mort. Les procureurs n'ont eu aucun doute. Catherine l'avait tué par peur. Pas par peur de mourir, mais par peur d'être quittée. Par peur de perdre le mode de vie luxueux qu'elle n'aurait plus jamais. Le yacht, les millions, les fêtes, la Bentley. L'équipe de défense, elle, avait une autre version. Selon ses avocats, Catherine était une victime, maltraitée, dominée, écrasée depuis des années par un homme autoritaire, humiliant. Elle avait tué pour survivre, en état de légitime défense. Mais alors, une question a résonné dans la salle d'audience. Une question simple, tranchante, irréversible. Pourquoi n'a-t-elle pas appelé la police? Pourquoi ne pas avoir tout raconté, tout de suite? Pourquoi mentir, nettoyer les traces, envelopper le corps? Pourquoi, si elle était une victime, n'était-elle jamais partie? Les proches de Catherine, eux, ont tenté de la défendre. Sa belle-mère a pris la parole. Elle a parlé d'une femme douce, calme, incapable de faire du mal. Un psychiatre a même témoigné qu'elle présentait des signes compatibles avec une victime de violence conjugale. Mais dans le camp d'en face, silence. Aucun des proches de Ronald n'a confirmé avoir été témoin de maltraitance. Personne. Tous ont décrit Catherine comme une femme discrète, qui ne s'est jamais plainte. Jamais. Et puis, dans une dernière tentative pour inverser la vapeur, Catherine a lâché une bombe. En pleine audience, elle a accusé Ronald d'être responsable de la mort de sa sœur Angela. Retour en décembre 2009. Une croisière dans les Caraïbes. Ronald, Catherine et Angela à bord. Angela était accro aux substances. Ce soir-là, elle avait trop bu. Elle s'était écroulée. Convulsions, arrêt cardiaque. Catherine avait tenté de la sauver. Massage cardiaque, pleurs, mais en vain. Et après coup, elle avait appris que Ronald lui avait donné des pilules pour qu'elle se détende. Depuis, Catherine croyait que ces pilules l'avaient tuée. Mais même cette révélation n'a pas suffi. En 2014, les jurés ont rendu leur verdict. Catherine Pileggi a été reconnue coupable du meurtre de Ronald Vinci, condamnée à 25 ans de prison. Elle purge aujourd'hui sa peine à la prison pour femmes de Lowell, dans le comté de Marion, en Floride. Elle pourra être libérée en janvier 2034. À ce moment-là, Catherine aura 77 ans et Ronald, lui, reposera toujours quelque part, sans justice complète, enveloppé dans un sac de couchage, un matelas découpé, une boîte bleue et quelques kilos de café. Et là s'arrête cette affaire. Si cette histoire vous a captivé, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire ou même à partager cette affaire autour de vous. À très vite pour une nouvelle histoire.